Et c'est parti les amis pour le 252e épisode du Coup Tordu. Ici on parle vélo, ici on parle cyclisme. Le Coup Tordu, comme j'avais dit dans Bistro Vélo, on fait de l'underground. Le Coup Tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Alors au passage, le petit podcast underground, il est troisième podcast de cyclisme le plus écouté en France depuis une semaine. En tout cas, d'après le classement d'Apple Podcast. Je vous mens pas, vous allez dans Apple Podcast et vous pouvez voir le classement dans la catégorie sport. Puis après, derrière, vous regardez les podcasts de cyclisme. Donc on se balade aux alentours de la 35e, 40e place. Ça dépend des moments, ça dépend des heures. Mais là, depuis une semaine, pour vous donner un ordre d'exemple, on est entre la 2e et la 3e place. Donc le podcast de cyclisme numéro 1 en France est dans la tête d'un cyclisme. Mais par exemple, ça fait une semaine qu'on se balade devant Grand Plateau. Alors moi j'adore Grand Plateau. Mais eux, ils ont des millions d'euros qui coulent à flot. Nous, on est un podcast, podcast, on est complètement amateur. Et en tout cas, merci de votre confiance, merci de votre fidélité. Encore merci aussi à Guillaume Digradia, bien évidemment. Depuis qu'on est passé à Eurosport, ça a donné un gros coup de boost pour le Coup Tordu, disponible sur toutes les plateformes de podcast, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Spotify et puis sur YouTube également. On est présent sur YouTube maintenant depuis quelques semaines. Alors il n'y a pas nos troncs sur YouTube, on va le développer, on va développer tout ça bien évidemment dans les mois qui viennent. Mais voilà, pour l'instant vous avez le contenu des émissions sur YouTube avec une petite animation. C'est assez minimaliste, mais en tout cas voilà, vous êtes aussi quelques-uns à nous écouter sur YouTube et on vous accueille et on est bien content. On se retrouve donc dans l'épisode précédent avec Thibaut. On vous a fait l'analyse et les pronostics de la 3e étape de Paris-Nice 2025, le contre-la-montre par équipe, le parcours, la météo, les pronostics. Et donc là, on se retrouve pour l'analyse de la 2e étape de Tirreno-Adriatico avec la TIB. 2e étape de Tirreno-Adriatico. Alors on va faire un big up à Enzo, Enzo qui est en slip. Il est pas là dans le podcast parce qu'il est en slibard. Il est en train de fêter la victoire de Pipo Ganna. On va revenir quand même rapidement là-dessus. Pipo qui passe avec 2 secondes d'intermédiaire, à 2 secondes de retard à l'intermédiaire sur Juan Ayuso. Il termine avec 23 secondes d'avance. On va le dire, Thibaut, sur ce parcours de 11 km, foutre 23 secondes d'avance au deuxième, c'est pas énorme, c'est colossal. C'est stratosphérique. Ah ouais. C'est stratosphérique, d'autant plus que Ayuso, il sortait pas non plus un petit chrono. Sur le retour, il s'est quand même écrasé par rapport à Price Peterson où il a perdu par rapport au Danois, il a perdu 3 secondes. Mais Pipo Ganna, il a enfoncé un clou qui est monumental. Il lui a mis sur le retour 25 secondes. Et alors attention, parce que Ganna, on sait qu'il a perdu du poids pendant l'hiver, il a jamais été aussi maigre, donc logiquement il va jamais grimper aussi bien que ce qu'il a grimpé. Si en plus il arrive à garder sa puissance en contre-la-montre, voire même à l'améliorer, ça peut à partir. Est-ce que Ganna se testerait pas sur le classement général de ce Tirreno? Mais c'est possible. Et puis j'ai envie de te dire, on l'a vu aussi. Il fait des sprints, donc il a moyen sur certains sprints, et on en reparlera celui de demain, d'aller chercher des bonifications. Totalement Thibaut. Alors on n'a pas fait comme pour Paris-Nice, on n'a pas fait de grande preview pour présenter l'édition. Tu vas nous faire un petit mot du parcours et voilà. Et d'après toi, où est-ce que ça devrait se jouer? Je crois que t'es pas très très fan de ce parcours. Non, je suis pas très très fan de ce parcours. C'est un parcours qui est chiant possible. On n'a pas d'étape de mur. C'est quoi? C'est la 5e étape. C'est une étape où va falloir peut-être attaquer pour certains parce que le lendemain c'est l'étape Rennes. Mais même l'étape Rennes, c'est une montée qui ne fera pas beaucoup de différence. Et après, c'est énormément de sprint en fait. C'est quasiment que du sprint. Non. Au final, ce Tirreno peut se jouer sur l'écart qu'il y a au chrono actuellement et cette 6e et avant-dernière étape, quoi. Donc, c'est un parcours qui est décevant dans l'absolu. Et j'ai pas honte de le dire, qui est nul à chier.
Bon, je vais juste rappeler quand même, et je l'ai pas dit dans l'épisode d'avant consacré à Paris-Nice, on retrouve tes previews sur Vélo Futé, notamment la preview du contre-la-montre par équipe de Paris-Nice. Donc allez faire un tour sur Vélo Futé, c'est incroyable. Voilà, c'est ultra méga bien. Enzo, lui, ses previews écrites, elles sont sur son site The Big Gear. Elles sont aussi sur Vélo Futé ou elles sont que sur Big Gear? Non, les previews du Tirreno sont que sur The Big Gear. Il nous fera sans doute, je crois, il est prévu pour Milan-San Remo. Après, je t'avouerai que si je peux le décharger de ça, moi, Milan-San Remo, j'aimerais bien l'écrire parce qu'il y a à boire et à manger et beaucoup à écrire, notamment tactiquement. Donc, à voir, mais c'est vrai que pour le coup, il y a... Ouais, faut aller sur son site si on veut aller se pencher du côté de Tirreno. Donc je le dis, Vélo Futé, qui est voilà de loin. Alors il y a de très très bons sites en France, il y a pas de problème, mais Vélo Futé c'est le meilleur site et qui vous propose des previews que les autres ne proposent pas. Voilà, on va plus loin dans l'analyse. On en a déjà parlé suffisamment. Ce genre d'analyse, ce genre de preview à l'étranger, il y a des tipsters, on va dire des analystes qui les font payer. Donc voilà, c'est vraiment gratos. Donc n'hésitez pas à aller sur Vélo Futé. S'il y a des détails dont on n'a pas parlé dans le coup tordu, allez-y, tout est intégralement gratos. Vous retrouvez les previews, les analyses, c'est ultra méga bien fait. Et pas que. C'est des interviews. Oui, il y a plein de choses. Bien sûr. Évidemment. Non, mais c'est voilà. Non, mais Vélo Futé. Romain Bardet l'explique. Il va sur Vélo Futé. Thomas Voeckler va sur Vélo Futé. Donc à un moment donné, quand tu vois, t'as ce type de GOAT du cyclisme français où t'étais validé par ces gars-là. Bon tu vois, je veux dire, c'est que tu joues la Champions League et que même limite tu l'as gagné. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, voilà, je vous le dis, dès que vous avez 30 secondes, je sais que vous êtes quasiment presque tous à nous écouter en voiture, que vous êtes de plus en plus nombreux également à nous écouter sur YouTube, parce que le coup tordu est désormais aussi sur YouTube. Donc voilà, dès que vous avez 15-20 secondes, si vous ne l'avez pas encore fait, allez sur Vélo Futé, allez découvrir le site, allez voir les previews de l'équipe de Vélo Futé. Vous allez voir, c'est incroyable. Thibaut, on revient donc sur l'analyse de cette deuxième étape de Tirreno Adriatico. Juste avant d'analyser le parcours, on va aller faire un petit tour alors bon, pour jouer sur Side Limit, là il y a une multi-race, un multi-tour qui est parti avec Tirreno et Paris-Nice. Donc là les équipes sont composées, il y a notamment $100 à la gagne pour celui qui va remporter la Ligue 1, il y a en tout $245 de prize money sur Side Limit pour ce Paris-Nice et pour ce Tirreno. Le but est de constituer la meilleure équipe possible. Un petit tour du côté des électrons libres, je pense qu'il faut aller voir plutôt du côté de la Bardiani pour voir des mecs qui vont partir en échappée matinale, parce qu'on rappelle que sur Side Limit, pour marquer des points, il faut choisir un leader, un sprinter, un grimpeur et un équipier, mais également un électron libre. Un électron libre, quand il fait des kilomètres en échappée, ça permet de marquer des points et ça permet donc de gagner des récompenses avec des coureurs qui souvent sont pas très très chers. Donc pour toi Thibaut, dans cette équipe de la Bardiani, ou peut-être du côté de la Polti Cometa, où on a un ou deux coureurs qui sont présents sur Side Limit, qui tu vois partir en échappée matinale? Est-ce que Tarozzi va nous refaire le coup des UAE? De toute façon, dans tous les cas, maintenant c'est impossible de composer son équipe, Vincent. Oui, c'est impossible, mais juste pour avoir un petit avis pour les prochains qui viendront sur Side Limit. Voilà. Juste un petit prono comme ça. Ah oui, tu peux y aller gaiement, hein. En général, un coureur, quand il commence l'année comme ça, il va la faire de bout en bout parce qu'il va vouloir se montrer. Donc Tarozzi, ça va être un peu son année et son fil rouge. Ça va être assez charnier de le voir échapper continuellement. Ouais, non, c'est important de regarder aussi parce que sur le Giro, il y a le classement l'Inter Giro.
Donc voilà, qui récompense un petit peu les échappées matinales. Et il y aura aussi des beaux prize money sur Side Limit pour le Giro. Donc effectivement, si Tarozzi est dans l'équipe de la Bardiani pour le Giro, déjà si la Bardiani est qualifiée sur le Giro, mais voilà ça. Et juste, on va faire une mini aparté, Thibaut. On est au moment où on enregistre, on est le 10 mars. Qu'est-ce qui branle là pour donner les wildcards pour le Giro, le Tour de France, la Vuelta? On sait qu'en général c'est fin mars, mais ça fait super longtemps que le 10 mars, on n'a pas eu encore les invitations pour le Tour de France. Et je vais même aller encore plus loin. On a en négociation. Oui, je sais. Mais ils font quoi là? Ils négocient au bistrot? C'est comment ça se passe? Ils boivent des. C'est sur quoi ça bloque? Pourquoi ça prend autant de temps? Parce que ils sont en négociation pour avoir un peu plus d'équipes. Oui, mais bon, si tout le monde est d'accord autour d'une table, c'est parti. Donc ça veut dire si ça met autant de temps, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui coince quelque part. Le nombre de coureurs. Après, on a réduit le nombre d'équipes pour réduire le nombre de coureurs, pour réduire le nombre d'accidents. Donc, si tu augmentes une équipe, c'est un peu comme la période Covid. Tu vas venir avec un élément en moins. C'est-à-dire un élément en moins, c'est-à-dire tu retires un coureur par équipe? Ouais. Attends, quand il y a eu la période Covid, les coureurs étaient arrivés quand t'es sûr Il me semble, hein. Ah, je suis pas sûr, moi. Quand il y a eu la période Covid, on avait une équipe en plus. Bon, attends, on va le faire. Hein. Regarde, l'année dernière, c'était des équipes de 8. On avait 176 coureurs. Et la période Covid, ça devait être du coup 2020. 2020, non, on est à 8 coureurs aussi. Hein. Coureurs. Non, ils avaient 2021, 184 coureurs. Et on avait une équipe en plus, mais du coup, on avait gardé le même nombre de coureurs. Ouais, non, c'est 2020, on avait rajouté, ils avaient rajouté une troisième équipe pour justement pour cette période Covid. Donc voilà, donc on sait globalement, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc je pense que du côté du Giro, l'idée c'est la Bardiani, c'est à 99,99%, ils y seront, c'est une équipe historique du cyclisme italien. Après les équipes, on a la Tudor qui sera en balance avec la Q36.5 et la Team Polti Cometa. Donc du coup, attends, ça ferait 4 équipes pour je crois qu'on avait 3 wildcards à donner pour le Giro, et là ils sont en négociation pour en avoir 4, c'est ça, pour arriver à 23 équipes, hein, si je dis pas de bêtises. Donc ça ferait Polti, Bardiani, Tudor et Q36.5. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, là je me refais l'historique, c'est à partir de 2018 qu'on a réduit les effectifs. Avant, on était à quasiment 200 coureurs et on avait 9 coureurs par équipe, et on a réduit à 8 histoire de diminuer un peu ce peloton, quoi. Et donc pour le Tour de France, si on arrive avec 22 équipes comme l'année dernière, ça veut dire que entre la Tudor, les Uno-X et la Total Energy, il faudrait dégager une équipe. Donc je pense que du côté de l'organisation, on veut absolument avoir Julien Alaphilippe, qui est une icône nationale, on en a déjà parlé dans le podcast. Ça paraît quand même compliqué de planter un couteau dans le dos à Jean-René Bernodeau, tant il a fait pour le cyclisme français. En plus, son équipe marche vraiment très très bien en ce début de saison. On l'a vu encore aujourd'hui avec la 2e place d'Emilien Janière sur Paris-Nice. Et honnêtement, sportivement parlant, dégager les Juno X, ça serait un peu dégueulasse. Donc la solution, c'est 3 équipes. Donc voilà, donc je sais pas ce qui bloque, mais en tout cas ça met beaucoup de temps, et je pense qu'il y a des choses qu'on nous explique pas. Donc on revient donc sur cette étape de Tirreno, Thibaut, sur cette 2e étape de Tirreno. Donc je te laisse la main pour le parcours. Très très long, hein, pour une étape de sprint. Ouais, mais te souviens-tu de ce sprint? Ce sprint. Mais oui, parce qu'on l'a vu l'année dernière. C'était un sprint qui avait été remporté par Philipsen, et où Bini avait été déclassé. Si tu te rappelles, à peu près après la marque des 3 bornes, à un moment, le peloton, on avait dit qu'il fallait passer à gauche parce qu'on passait un pont où c'était coupé en deux. Et à 800 mètres, il y avait un rond-point à franchir avant de tourner sur la droite dans les derniers hectomètres. Alors, tu te souviens pas de ce sprint qui était jugé quand même assez accidentogène, et où on avait mis l'importance des trains? Moi, je me souviens des bêtes. Hein. Il y avait Meyer Hofer podium, je crois.
non, Casper Van Huden podium, il me semble. Et on avait avec Enzo, on était parti sur Milan avec la puissance de son train. C'était la combien d'étapes? C'était la deuxième étape. À un moment, on bifurque et je crois que c'est à 2,6. Il y a un pont à franchir et le pont, en fait, la route se sépare en deux. Et t'as le choix entre passer à gauche ou passer à droite. Et dans le final, par exemple, un Caleb Ewan avait choisi de passer à droite. Il avait reculé un peu. Tu recules pas tant que ça, mais il y a quand même l'importance et faire attention à ce pont déjà sous la barre des 3 km parce que la route se sépare en deux. Puis après, t'as une certaine nervosité qui s'installe après la flamme rouge parce que t'as un rond-point qui te rétrécit pas la route dans l'absolu, mais c'est un peu du tout droit et faut quand même faire gaffe en cas de route humide, on va dire. Je m'en rappelle maintenant. Je m'en rappelle. Donc on a en gros un sprint qui est pas très technique et c'est pleine balle, quoi. Non, mais l'importance du placement au dernier virage elle l'est par contre. D'accord. Un petit mot de la météo sur cette deuxième étape de vent de 16 km/h et il sera défavorable dans la partie justement de ces deux flammes rouges juste avant le dernier virage où tu l'auras vent de face et il sera 3/4 d'eau après, mais bon, comme t'es en ville, tu peux peut-être un peu minorer à ce moment-là, mais il est favorable dans la dernière ligne droite, on va dire. Alors ce qu'on aime bien faire, Thibaut, pour préparer, je vous le dis, ceux qui découvrent le coup tordu, ce qu'on aime bien faire aussi pour préparer les sprints, les étapes de sprint, c'est un petit peu regarder quelle est la puissance des trains et sur la start list, Thibaut, quel est le train qui t'impressionne le plus? Milan, il ramène Consoni. Alors bon, faudra savoir à quel point il est remis de sa chute aux Émirats. Mais il a un train assez traditionnel avec Consoni qui l'emmène toujours assez parfaitement et puis couplé avec Edward Tuns, Jasper Stuyven et Tom Skuns. Honnêtement, tu fais pas mieux dans ce peloton, d'autant plus que son adversaire principal sur ce Tirreno Adriatico, cette course des deux mers, c'est Olaf Koy, mais Olaf Koy, il est accompagné de qui? De seulement Dan Maclay. Ouais, c'est vrai que oui, Dylan Van Baarle aussi, ça peut placer. En fait, le deuxième train, c'est la Jayco, quoi, parce que Dylan Groenewegen est emmené comme toujours par Luca Mesgeck. Et puis pour l'accompagner, il y a quand même Elmar Enders, Jassa Soterlin qui sera plus en P4 et Patrick Gomper en P3. Et alors Groenewegen là au niveau de la forme là, qu'est-ce que ça dit cette année? Sur la Lula-Tour, il y a 2 deuxièmes places. Après, on peut estimer aussi que la forme va monter petit à petit. Sur l'UAE Tour, il y a juste une 7e place. On l'a pas trop vu sur l'UAE Tour. Mais c'est vrai que, c'est vrai qu'il y a un très, très joli train du côté des Jayco. Et, je suis en train de regarder. Sinon, qu'est-ce qu'on a ailleurs? Je suis un petit peu surpris. Après, en fait, il y a 3 gros trains. Il y a la Lidl qui est le meilleur, il y a les Jayco qui est deuxième et en troisième je te placerai Soudal Quickstep parce que t'as de la puissance en amont du sprint avec Cerny et Mattia Cataneo, puis après t'as quand même Casper Pedersen, Reindering qui vont emmener Paul Magnier, donc là il y a quand même il y a quand même pas mal de puissance et d'homogénéité dans le train des Soudal Quickstep. Bon. Maintenant, on est d'accord, hein. Autant Paul Magnier, on dirait, on vous l'a vendu dans tous les sens sur le Home Loop, sur la Newsblatt. On a été chercher son podium à 6. Sur ce sprint, sur ce type de sprint complètement plat. Alors, on sait que Paul Magnier veut devenir ce type de sprinter, mais pour reprendre un petit peu la phrase d'Enzo, plus qu'un pur sprinter, Paul Magnier, c'est plutôt un classic man qui va vite. Ouais, on va dire ça, mais est-ce que tu as vraiment besoin d'être un pur sprinter sur ce finish qui joue quand même à la position? Parce que tu es d'accord avec moi pour dire que Zingle n'était pas forcément le pur sprinter,
c'est pas le pur sprinter. Et l'année dernière, ça ne l'empêche pas de faire un très bon sprint et de finir 4e, même si bon, il manque de vitesse par rapport à un Philipsen, Merlier et Guilhermet qui étaient dans des formes assez tonitruantes et qui ont, sans faire offense à Zingle, beaucoup plus de vitesse que le français. Alors après, il y a une équipe dont on parle jamais, on n'avait même pas évoqué son nom lors de la preview du Omloop, mais il est toujours là, c'est Søren Warentschuld. Du côté des Uno X, on vient aussi avec Magnus Cort Nielsen qui a très très bien marché c'était pas le Tour d'Algarve, c'était le tour qu'il y avait juste après. C'était Grand Camino. Ouais, Grand Camino, ouais, où il remporte combien? 2-3 étapes? Pas 3. Ouais, je crois, ouais, il va manger tous les sprints. J'ai l'impression que du côté des Uno X, on sait très très bien s'organiser. Alors moi, je pense que Magnus, ça peut faire le train pour Søren Warentschuld. Ils étaient très bien placés l'année dernière, de souvenir. Si je me souviens bien du replay, à l'amorce du dernier virage, ils étaient quand même plutôt pas mal. Et ils arrivent souvent à trouver les bonnes, un peu comme les Alpecin, ils arrivent souvent à trouver les bonnes solutions tactiques. Donc, est-ce que c'est Warentschuld? Est-ce que j'ai envie de dire, parce qu'on va pas se mentir, vous tous à l'écoute, vous savez très très bien qui est l'ultra méga favori de cette course. C'est Jonathan Milan, bien sûr. Et d'ailleurs, son petit frère qui a gagné une course ce week-end. Ouais. Un Milan peut en cacher un autre, attention. Est-ce que finalement le seul qui pourrait pas aller taper Milan ou la seule équipe qui pourrait pas aller chercher un truc un peu tactique pour réussir à le battre, est-ce que ça c'est pas les Uno X? Ah, je suis pas sûr. À toi, tu vois quelqu'un d'autre qui peut faire quelque chose? J'ai un point d'interrogation, ouais. Alors on t'écoute, Thibaut, on t'écoute. Mais moi, je te dis, c'est un sprint de placement. Moi, je connais un mec qui se place quand même plutôt bien, qui nous a montré qu'il avait un très bon kick, une très belle pointe de vitesse face à Philipsen à l'Omloop. Honnêtement, je suis enclin à repartir du côté de Paul Magnier. Ah ouais, d'accord. Ouais. D'accord. Mais ça peut, ouais, ça va. T'as un bel. Moi, j'irai pas. Franchement, franchement, pour moi, Milan, c'est le meilleur sprinter du monde. Mais d'accord. Donc toi, d'accord. Mais l'année dernière, Milan, c'est pareil. Il était favori, il avait un très bon train, mais il s'est plutôt chié sur le placement. Et ça a été assez rédhibitoire pour lui. C'est un sprint où vraiment faut basculer dans les 5-6 premiers. Après, il a quand même ce qu'il faut pour le placer correctement, Milan. Oui, mais c'est ce qu'il avait l'année dernière aussi, et ça l'a pas empêché de se faire bousculer. Après, il avait pas été un peu poussif l'année dernière en début de saison. Ça avait été un peu compliqué avant d'enchaîner. Il me semble qu'il n'avait pas le même niveau de forme. Il avait quand même fait de très beaux sprints du côté de Tirreno. Il s'était montré. Excuse-moi, mais il gagne une étape au forceps. La veille, il fait quoi? Il fait podium. Il remporte la dernière des étapes. De souvenirs, non, il avait fait un très bon Tirreno. Alors après, la victoire de Jonathan Milan sur le Boukref, elle est à 1,66. Toi, Thibaut, qu'est-ce que voilà, si on fait la course 100 fois, il la remporte combien de fois cette course? Avec le placement, etc., honnêtement, le point d'interrogation sur Consoni, parce que là où il a perdu ses sprints aussi, du côté de l'UAE, c'est par la non-présence de Consoni, qui était meurtri et qui était pas là pour bien le placer. C'était Teuns qui faisait le ménage. Bon, maintenant, il a l'avantage de récupérer Stuyven, donc ça peut combler une potentielle absence de Consoni, mais Consoni, ça reste un petit casse-cou qui est quand même sacrément utile dans ce dernier virage par rapport à un Teuns. Honnêtement, je lui donne 50%. Voilà, donc on est d'accord. Voilà, moi j'étais à peu près sur 60%, mais on est d'accord, cette cote à 1,66, elle est pas du tout value. Moi j'aurais été le chercher, je l'espérais autour de 2,10. Allez, à rigueur 1,90, 1,95, mais alors, effectivement, ça serait pas une grosse surprise. On vous dit pas qu'il va pas gagner, mais je suis assez d'accord. La cote est pas value. Donc Thibaut,
même si moi je le vois gagner, je trouve que la cote est absolument pas value. Donc on va peut-être plutôt aller voir du côté des match-up pour voir s'il y a quelque chose à faire. Ouais, mais tu sais, on parle de Paul Magny, etc. Mais moi, quand je vois la forme de Pipo Ganna, je me demande même si, avec un peu de vitesse, s'il bifurque dans les premiers, avec la puissance qu'il nous a montré aussi sur ce chrono, si sur les watts purs dans la dernière ligne droite, il peut pas tenter un coup en bifurquant très bien et en résistant au souffle d'un pur sprinter. Hein. Genre tu le verrais comment plus le coup du kilomètre? Bah c'est pas du kilomètre hein, pour le coup. C'est le coup de 500 mètres. Ouais, c'est ça. Ce serait le coup du 500 mètres à la puissance pure. Ce serait un sprint long, mais un sprint long qui lui correspond totalement. Et puis on l'a vu, hein, Pipo Ganna maintenant, c'est un mec qui est plutôt rapide. Hein. Ouais. Alors, il y a un truc aussi qui va peser, on n'en a pas trop parlé, Thibaut. On a 240 km quand même c'est très long, hein. C'est rare d'avoir des étapes aussi longues. Est-ce que c'est pas un truc aussi qui va peser un peu? Alors, pas forcément, le parcours est pas très dur, c'est moins dur que Milan-San Remo, mais sur la concentration. Comment ça, on a 240 km? On n'a pas 239 sur cette étape? Non, on a 192. Ah bah, rien à voir. Alors, pourquoi j'ai vu 239, moi? Pourquoi t'as fumé? Ouais. Ah ouais, non, je suis complètement. Alors, attends, non, 239, c'est sur, il y a une étape. Ouais, c'est sur l'étape, voilà, c'est sur l'étape 3. Ok, ouais, qui se termine en boss en plus en ascension. Donc voilà, donc 192. Donc non, en plus, c'est un élément. Enfin, l'ascension, c'est du pipi de chat. Hein. D'accord. Donc voilà, donc c'est pas, voilà, ça sera pas un élément à prendre en compte. Donc toi, Thibaut, tu partirais sur la victoire de Paul Magny. Ou de Pipo Ganna. D'accord. Et tu dis, ouais, l'arrivée vend trois quarts d'eau. Ouais, c'est ça. Ok. Bah écoute, moi je pense qu'on a une cotation sur la victoire de Pipo Ganna. Faudrait à minima que la 81. Mais tu vois, je m'attendais à le voir quand même plus bas parce que sur des sprints, au cours de la saison, quand il s'était montré l'année dernière, par exemple, il y a des moments c'était quoi? C'était sur quelle course? Non, c'était pas au Giro. Ah, il en avait gagné un en Belgique, il me semble. Mais si, c'était au Giro, non? Après, c'était à l'approche des JO, il avait dit qu'il sprinterait plus parce qu'il voulait pas prendre de risques. Non, voilà, c'est ça. C'était à la Vuelta en 2023. On l'a vu sur des sprints. Il était coté à même pas 20. Oui, c'est vrai, oui. Oui, totalement, ouais, il avait été choper un sprint sur une course de prépa à la Vuelta. Il avait gagné quelque part en Belgique et ensuite effectivement bah ouais, du coup ça avait complètement réduit sa cote, mais là la cote est remontée. Donc écoute, je vais te suivre hein, sur la victoire. Je vois sur le Boukref, c'est du 67, donc là il y aura pas de couverture podium, hein, c'est soit il gagne pas. Puis honnêtement, il va le faire ce sprint. Ils ont recruté un poisson pilote pour Pipo Ganna, à savoir Caleb Ewan. il est sur la start list lui? Non. D'accord. Mais Ineos l'a recruté pour être poisson pilote de Pipo Ganna. Hein. Ah, c'est pas une vanne, c'est vrai? L'annonce. Non, je te jure. Ah ouais, d'accord, ok. Et Pipo, il a travaillé les sprints, il veut faire plus de sprints, on le sait. Là, il a quand même pris une sacrée option pour le classement général en écrasant le chrono. Il va vouloir aller chercher des bonifs. Alors moi, Thibaut, dans le même registre de zinzin capable de tenter le coup du 500 mètres, dans le même scénario, est-ce que Mathieu Van Der Poel pourrait pas nous le faire? Je sais pas s'il tenterait, tu vois. Pour moi, il va quand même se muer un peu plus en poisson pilote et pas non plus prendre plus de risques que ça dans un sprint. Ouais, je suis pas sûr que Mathieu Van Der Poel soit dans cet esprit-là d'aller participer et de tenter de gagner une étape. Il va plus être dans le test et honnêtement, il va être là, il va faire son show sur l'étape 5 parce que ça va être son vrai test façon flandrienne. Et puis pour le reste, terminer bonsoir, je fais mes exos en PP pour ça va être qui leur sprinter Rob 10, non?
J'ai pas trop regardé qui est très le. Ouais, si ça va être Rob Gis. Hein. Ouais. Ça peut. Ouais. Je sais pas. Samuel Gaz, ça sprint pas lui. De quoi? Gaz, ça sprint pas. Ça sprint un peu, non? Ouais, non, Gaz, il met les gaz en tête de peloton, mais c'est tout. Ouais. Plus en cyclocross. Ok. Bah écoute, donc sur le Bookref, la cote à 67. Donc moi, ça sera, on mettra la pièce, 0,01% de bankroll. Donc c'est 1 euro sur une cote sur une BK de 10 000 euros et 50 centimes sur une BK de 5 000 euros. Et donc voilà, donc Pipo Ganna. Donc toi, tu partirais aussi sur la victoire de Paul Magnier éventuellement. Ouais, éventuellement, je vais y réfléchir. D'accord, bah écoute, moi tu m'as convaincu. Il y a quand même on sait qu'il s'est entraîné aussi pour faire du sprint, plat. Voilà, même si je le vois plus comme un classic man qui va vite, mais encore une fois avec cette force du train et avec le placement qu'il faut avoir justement à l'approche du dernier virage. Pour moi, le match-up Paul Magnier devant Olaf Koy à 2,25, ça me paraît très très bon à prendre. Olaf Koy, il va falloir qu'il ait confiance en Dan Maclay. Après, Dan Maclay se débrouille quand même relativement assez bien sur le positionnement, mais moi, ça me fait peur parce qu'Olaf Koy, c'est un sprinter qui a besoin d'un train. Et tu lui mets un train, c'est l'un des meilleurs du monde. Il est top 3 facile et peut-être même pas troisième. Mais le problème, c'est voilà, il a pas de train, quoi. Il a Dan Maclay, c'est tout. Donc va falloir faire confiance absolument à Dan Maclay. Et par contre, du côté de la Soudal, on se retrouve avec un train, presque un train entièrement dédié à Paul Magnier. Donc pour moi, clairement, avec ces histoires de placement, ça peut faire la diff. Donc moi, j'ai eu à 2,23. Donc voilà, Paul Magnier devant Olaf Koy. Ça sera 0,2% de bankroll. Donc 20 euros sur une bankroll à 10 000. Donc c'est 5 euros sur une bankroll à 5 000 euros. Et 2,50 euros sur une bankroll à 2500 euros. 2,23. Paul Magnier devant Olaf Koy sur ce Il y a un match-up. autre match-up qui me fait de l'œil, en vrai. Allez, vas-y Thibaut. Ziegler face à Groenewegen. Parce que, quand tu connais les qualités de Ziegler, qui là va avoir l'option et la primeur sur le sprint, c'est un mec qui de base est quand même un peu plus poisson pilote, mais on a vu qu'il avait une très belle pointe de vitesse en ce début de saison. Et pour le coup, en tant que poisson pilote, c'est un mec qui sait très bien se placer. Moi, je l'ai vu quand même déménager sacrément l'année dernière pour son sprinter. Et quel sprinter, puisqu'il est quand même allé chercher de très beaux résultats, dont c'était le premier sprint de Paris-Nice l'année dernière vers Montargis avec De Klein. Ouais, il me semble, ouais. Il me semble que c'était à Montargis, de souvenir, parce que je devais y aller. Et pour le coup, tu vois, il avait fait un excellent boulot. Et là, il a quand même des mecs qui sont puissants. En termes de train, je placerais même les Tudors en 4e position, tu vois. Donc, pour le coup, il y a des mecs qui peuvent déménager. On les a vus, ils sont en forme, ils vont être placés. Moi, c'est un mec que je vois bien basculer dans les premières positions et peut-être même aller chercher un podium, tu vois, demain. Ouais, effectivement, ça peut être la belle surprise. En tout cas, la cote est quasiment à 3 pour Gisler devant Dylan Groenewegen. Est-ce qu'il y a un autre pick, un autre prono que tu penses pas mal? Non, mais honnêtement, ce match-up sur la force des mecs, je pense qu'il a rien à envier en ce moment à un Groenewegen. Et sur la force des trains, les deux sont quasiment équivalents. Donc honnêtement, le mettre à 3,25 et Groenewegen à 1,33, c'est quand même dire un peu plus. On mise sur le nom de Groenewegen plus que sur l'inconnu Ziegler. Mais attention quand même, Ziegler, il nous a montré quand même pas mal de puissance en ce début de saison.
C'est vrai que si les Tudors ont accès au Grand Tour, il va quand même y avoir match pour savoir quel sera le sprinter, parce que s'ils vont sur le Tour, la Tudor va forcément y aller avec un sprinter. Arvin De Klein, pour l'instant c'est moins bon que l'année dernière, même si je pense que c'est lui qui avait un petit peu les faveurs de l'équipe à l'intersaison. C'est lui qui avait fait clairement il avait fait une saison bien meilleure qu'Alberto Dainese l'année dernière. Alberto Dainese, ça revient pas trop mal en ce moment, mais sauf que voilà, il se fait déclasser, il se trompe de parcours, il déchausse. On voit que les jambes sont là, mais c'est pas encore du grand Alberto. Aujourd'hui dans le sprint de Paris-Nice, il voit qu'il est enfermé, il lâche un peu l'affaire, donc on a l'impression que c'est plus un problème mental qu'un problème de jambes. Mais effectivement, Gisela, là je le dis pour les joueurs de Side Limit parce que la Tudor est sur Side Limit, mais à un moment donné, si Gisela commence à perfer et que les deux autres c'est pas dinguissime, ça peut aussi je pense que c'est pas le plan de base de la Tudor, mais ça peut être aussi le sprinter de la Tudor sur un des deux grands tours. Ça serait pas non plus complètement délirant, quoi. Ouais, ce serait pas délirant. Après, il y a un autre match-up que je comprends pas trop, c'est Russo contre Conforti. Russo, quand même, il devrait être un peu plus favorable. Enfin, tu vois, par exemple, dans l'ordre des cotations, c'est peut-être plus un Clément Russo que j'aurais mis à 1,33 qu'un Groenewegen, tu vois, parce que Conforti, déjà, est-ce qu'il sera pépé? Clément Russo, il sera pépé absolument de Paul Pénoët. Mais est-ce que Conforti va être pépé de Zanoncello? Alors pour moi, déjà il y a deux choses. C'est que je pense que moi je suis à la Bardiani, je mets plutôt Pipo Fiorelli comme pépé de Zanoncello. Voilà, il me semble que alors Conforti c'est un jeune, c'est un sprinter, mais je pense qu'à l'expérience, je pense que Pipo Fiorelli comme poisson pilote pour Zanoncello, c'est un petit peu plus sécure. Et puis il y a un deuxième élément à prendre en compte également, Thibaut, c'est que Conforti peut très très bien tenter l'échappée matinale. On l'a vu sortir sur le Tour des UAE, il a une bonne pointe de vitesse. Du côté de la Bardiani, si on a envie d'aller châter les primes, et on sait que pour ces équipes c'est important, si on a envie de prendre les primes en cours de route, on envoie Conforti dans l'échappée. Quoique, attention, demain l'étape démarre par une bosse, par une côte. Mais si ça sort pas dans la côte, bon, moi je pense que ça. Après, il peut y avoir des points aussi pour le classement de la montagne. Mais si ça sort pas dans la côte, Conforti peut très bien prendre l'échappée matinale. Et là, s'il prend l'échappée matinale, Clément Rousseau, ça sera quasiment du free bet, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis tu vois, genre chez les francophones, notamment les Belges, en général, on peut parfois additionner, combiner les match-up. Ça, tu vois, c'est par exemple un truc où moi. Je prendrais tous les jours Clément Russo et je le combinerais avec un autre match-up qui m'intéresse. Alors moi j'irai pas, mais effectivement j'entends totalement. Alors pareil, un match-up sur lequel j'irai pas, mais qui pour moi aussi me paraît très cohérent. Rick Plumers contre Jack Stewart. Plumers devrait plutôt faire poisson pilote pour Zizlar, je pense pas qu'il va sprinter. En revanche, du côté des Israël, alors déjà Ackermann revient de blessure, donc on sait pas trop dans quel état il est, et on a vu aussi depuis le début de la saison qu'on aimait bien tourner au niveau des sprinters et que parfois on sprinte aussi à deux. C'est aussi quelque chose qu'on fait très souvent du côté d'Israël Premier Tech. Jack Stewart qui est en très très bonne forme en ce début d'année. Donc est-ce que Stewart sera plus sprinter que Ackermann? Pour moi, c'est 50-50. Donc sur un Ackermann un peu vieillissant, qui est plus devenu, on va dire, un sprinter de jump qu'un sprinter de plat. Il s'est pris aussi une grosse gamelle sur le Tour de la Provence. Donc que Stewart soit le leader des sprints même demain du côté des Israël, c'est pas quelque chose qui me surprend. Alors j'irai pas parce que je l'ai dans une de mes ligues sur Side Limit. Voilà, je mets pas tous mes œufs dans le même panier, mais Jack Stewart outsider à 2,35, c'est aussi plutôt un match-up que j'aurais inversé. Ouais, pareil. Très très bien Thibaut. Eh ben écoute, on va terminer ce coup tordu. Donc récap de tes pronos ou de tes bêtes pour cette deuxième étape de Tirreno. Non, pour le moment, on reste sur du prono. Pour Paul Magnier, il va y avoir réflexion quand même au vu de la valeur de la cote. Par contre, Pipo Ganna, ça se tente tous les jours. Et surtout le match-up. Le match-up Ziegler face à Groenewegen.
Ok, bah écoute, moi ça sera je vais te suivre sur Pipo Ganna, donc la victoire 0,01% de bankroll pour Pipo Ganna, et donc le match-up Paul Magnier devant Olaf Koy, ça sera 0,2% de bankroll, c'est 10 € sur une bankroll à 5000 €, c'est 1 € sur une bankroll de 1000 €. Voilà, attends, dans 2 € sur une bankroll de 1000 € et 20 € sur une bankroll de 10 000 €. Voilà pour ce coup tordu. Merci beaucoup Thibaut, un rappel qu'on te retrouve sur ton compte Twitter Thibaut Chambre, les previews également, je le redis, sur Vélo Futé. Exactement. Et puis jusqu'à la fin de la semaine. Parfait. Et puis Enzo également à retrouver sur son site Analyse The Big Gear. On te retrouve demain Thibaut. Vamos. Allez, vamos. Et puis on aura Boris aussi, manager de Side Limit, et peut-être Enzo qui sera avec nous pour les prochains épisodes du coup tordu. Merci à tous. Allez, ciao les amis et bonnes étapes. Allez, ciao.